il y avait donc, comme je vous disais, 4 candidats et le jury a estimé qu'un autre candidat méritait également d'être primé. Je vais présenter, je suppose, M. Ferrand. Donc un second travail, celui d'Éric Trépeau, a retenu l'attention du jury du prix Alvarenga. Éric Trépeau a obtenu son diplôme de médecin à l'ULB en 2008 avec la grande distinction. À l'époque, son mémoire de fin d'études portait déjà sur les facteurs prédictifs du développement de la cirrhose chez des patients atteints d'hépatite C chronique. Il entame d'abord sa spécialisation en médecine interne puis en gastro-entérologie à l'hôpital Erasme et obtient en 2012 un doctorat en sciences médicales sous la supervision des professeurs Devière et Franchemont avec un travail sur les facteurs génétiques qui prédisposent les patients atteints d'une hépatite chronique, soit alcoolique, soit sur hépatite C, au développement de la cirrhose. Ces facteurs sont importants parce que personne ne pouvait prédire si un patient avec une hépatite chronique développerait une cirrhose ou non. Ces travaux ont été publiés dans des revues de haut niveau et ont déjà permis d'obtenir 3 prix. D'abord le prix de la Convention Édouard Jacobs pour la recherche en pathologie digestive, ensuite le prix Fernand Hirsch qui récompense les meilleurs articles dans le domaine de la gastro-entérologie, et encore le prix du meilleur travail de recherche octroyé par l'association belge pour l'étude du foie. Devant ces travaux remarquables d'un chercheur clinicien méritant, le jury a proposé que la médaille de l'Académie soit attribuée à Éric Trépeau. Pour votre information encore, Éric Trépeau n'est pas uniquement un expert en maladie du foie, il est aussi champion d'escrime, avec obtention d'un titre de champion d'Europe des professions médicales et aussi un titre de vice-champion universitaire de Belgique en escrime. Ce n'est pas tout, une anecdote. J'étais assistant en médecine interne en 1970-72 et comme M. Radicozé le dit, chaque assistant devait préparer une fois par an un exposé sur un cas particulier au staff de médecine interne, ce qui était une épreuve redoutable à l'époque. Et mon travail portait sur un patient qui était atteint de périarthrite noueuse et qui avait une hépatite B. Le virus de l'hépatite B venait d'être découvert. Et qui était l'auteur de ce travail? C'était le père de M. Trépeau. Donc il y a une continuité dans les recherches sur le domaine. Je laisse la parole à M. Trépeau. J'ai quitté il y a un petit temps, j'avais un père qui était dans les maladies hépatiques et je m'étais dit, ben voilà, maintenant je suis ici, je fais mon travail tout seul et même jusqu'à recevoir un prix, il me poursuit encore, c'est chouette. Alors écoutez, le travail ici, ben, c'était bien introduit, c'est dans les maladies hépatiques, on a une susceptibilité à développer une cirrhose qui est au stade ultime de la maladie hépatique chronique. Et de savoir quels étaient les facteurs cliniques et les facteurs génétiques qui pouvaient être associés, puisque comme vous allez voir, c'est quelque chose qui est en tout cas indépendant, vraiment très individuel. Donc déjà, juste pour vous convaincre une petite chose, quand vous prenez les 10 principales causes de décès, normalement, vous voyez que la cirrhose du foie a une place de choix, que ce soit sur votre droite, à votre gauche, pardon, dans les pays industrialisés ou dans les pays à plus faible revenu. Et si vous prenez toutes les causes de transplantation hépatique, vous voyez que ce soit les causes virales, que ce soit les causes alcooliques, il y a peut-être une place de choix, ce sont les principales causes, en tout cas en Europe, de transplantation. Donc vous êtes transplanté du foie, vous avez 2 causes principales, vous avez soit le bêta-plaque virus, soit l'alcool, et bientôt ce sera les problèmes métaboliques. Et donc juste pour vous montrer rapidement ici, bon, l'hépatite C c'est un problème mondial, ça touche 170 millions de personnes. Et c'est un problème qui existe évidemment en Belgique et probablement en Europe. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de vous convaincre qu'on le voit beaucoup en Europe. Et là, vous voyez que par rapport à l'hépatite C, tout ce qui est en rouge, vous voyez que ce soit en Belgique, la France et autres, on a une consommation d'alcool importante.
Alors, il y a quelque chose qui est commun à toutes les maladies hépatiques, quelles qu'elles soient, quand elles sont chroniques. Vous avez le foie, vous avez, en général, on commence par des lésions de stéatose. Le stéatose, c'est de la graisse dans le foie. Si vous continuez à avoir une inflammation chronique, vous allez développer de la fibrose. Cette fibrose va devenir de la cirrhose. Vous voyez, c'est des histologiques de foie. Et vous risquez de développer le fameux carcinome hépatocellulaire qui est le cancer du foie. Tout ça, ça met plus ou moins 30 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces maladies-là, vous avez quelque chose qui est strictement individuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas évoluer de la même manière. Vous avez sur ces courbes ici, donc ce sont des stades histologiques en ordonnée. À 4, vous avez la cirrhose. Et vous avez le temps. Vous voyez qu'il y a des gens qui vont faire la cirrhose en plus de 30 ans. Vous en avez qui vont être intermédiaires et vous en avez d'autres qui vont le faire en 10 ans. Comment est-ce qu'on explique ça? Vous avez des facteurs cliniques, ok, ça c'est les grandes études épidémiologiques. Vous en avez montré, vous avez l'hépatite C, vous êtes un homme, vous êtes obèse, vous avez une consommation d'alcool par exemple. Ça va expliquer le fait que vous allez progresser plus vite. Mais si vous les prenez tous ensemble et que vous faites un modèle avec ça, vous avez 30% de la variabilité qui est expliquée. Quand on a la maladie alcoolique du foie, c'est des jumeaux. En général, pour vous montrer quelque chose de génétique, on aime bien travailler sur des jumeaux. Parce que vous pouvez voir, c'est que même pour le risque d'alcoolisme, on le sait, on sait qu'il y a des familles d'alcooliques, même pour le risque de cirrhose, vous avez chez les jumeaux MZ, c'est monozygotique, des Z, c'est dizygotique. Donc chez les vrais jumeaux, vous avez presque 3 fois plus dans les familles de jumeaux de descendants qui vont développer une cirrhose. Alors, finalement, cette évolution, elle est quoi? Elle est multifactorielle. Vous avez les facteurs viraux, vous avez l'alcool, vous avez les facteurs cliniques, on l'a dit, qui expliquent une partie, mais finalement une partie assez faible. Et vous avez des facteurs génétiques. Et comment est-ce qu'on étudie les facteurs génétiques? Mais sur des maladies complexes, vous avez des maladies qui sont monogéniques, à polycystose, auxquelles vous avez une mutation, vous faites la maladie. Une maladie polygénique, ce sont plusieurs gènes, plusieurs variants qui expliquent une faible partie. Soit vous utilisez des SNP, c'est quoi un SNP? C'est une variation d'une seule paire de bases et elles sont communes dans les espèces et c'est la variation la plus fréquente que vous avez dans le génome. Prenez l'autoroute Bruxelles-Liège, imaginez c'est les petites bornes qu'il y a sur l'autoroute, ça vous permet de cartographier cette autoroute. Vous faites la même chose avec le génome avec ces polymorphismes. Et donc, premier travail, excusez-moi, 2 cohortes, une cohorte bruxelloise, une cohorte en Allemagne. Un certain nombre de ces fameux variants, fameux SNP. Si on étudie un peu de manière bioinformatique et qu'on essaie de trouver le meilleur modèle, vous pouvez faire des courbes de ROC ici. Donc vous avez au plus bas, vous allez avoir des facteurs cliniques, et si vous ajoutez des facteurs génétiques, vous allez augmenter la prédiction à la maladie. Alors ensuite, travail principal finalement, il y a un variant particulier qui est finalement très très bien associé à la prédisposition à la maladie alcoolique du foie. Et c'est ce fameux variant dans le BNP3. Et là, à nouveau, le principe, c'est que si on fait un modèle, on peut voir que si on prend des facteurs cliniques ou un facteur génétique, il va jouer la démonstration qui a été aujourd'hui par rapport aux autres. Et on va avoir un modèle et une prédiction qui va être améliorée pour dire quel patient va développer la pathologie. En bas, vous avez un diagramme qui c'est surtout pour montrer l'expression. C'est par rapport à des variants qui sont associés à une fibrose plus élevée, le variant du gène en question est plutôt diminué. On retrouve la même chose dans l'hépatite C. Et c'est à nouveau, que ce soit pour la fibrose, la stéatose, les lésions que je vous ai montrées, on a à nouveau un apport et une véritable association entre ce fameux polymorphisme et la pathologie. Et c'était la même chose dans le cancer ici. Alors, le gène est exprimé dans le foie, et ce que je vais vous montrer rapidement et je termine ici, une hypothèse physiopathologique des lésions qui sont engendrées par la mutation. Vous avez ici le variant. Les triglycérides s'accumulent au niveau du foie, vous avez de la stéatose ici. Cette stéatose suite à l'inflammation va donner de la fibrose et c'est ça qui aboutira finalement à votre cirrhose et à développer cette pathologie. En conclusion, la susceptibilité individuelle pour une cirrhose est des facteurs cliniques et des facteurs génétiques. L'amélioration des techniques de biologie moléculaire va permettre l'identification de nouveaux variants et donc de pouvoir identifier des nouvelles susceptibilités, de nouvelles voies métaboliques et physiopathologiques aux hépatopathies. Et des variants génétiques qui sont communs permettront de faire des modèles, d'identifier les patients à risque. Et ces variants génétiques communs permettront d'identifier de nouvelles voies physiopathologiques et le développement de nouvelles thérapeutiques. Pour me protéger de votre estime, de votre épée, je vous donne cette médaille, comme ça je suis sûr d'être protégé. Voilà, c'est une telle médaille, et que le roi Léopold Ier. Bienvenue.